Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast, une nouvelle interview éveillée, et aujourd'hui j'ai la joie d'être avec ma copine Mélanie, que j'ai rencontrée en formation de Yin Yoga. Ça va faire maintenant plus de 6 mois. Et voilà, on a tissé un beau lien, elle a un joli partage et elle fait plein de belles choses, donc j'avais envie de pouvoir vous la présenter et qu'on puisse passer ce temps d'échange ensemble. Comment ça va, Mélanie ? Bah écoute, ça va, un petit peu enrhumée, donc j'aurai pas ma voix naturelle pour ce podcast, mais bon, certainement que ça va lui donner du charme. Donc voilà, ça va, je suis très ravie d'être là, très ravie que tu m'aies invitée et qu'on puisse partager ce moment d'échange ensemble. Alors Mélanie, tu fais pas mal de choses, mais à la base tu étais kiné. Est-ce que tu peux peut-être dire en quelques phrases un petit peu ce que tu fais et ton parcours ? Oui, alors j'ai 29 ans, je suis kiné depuis 6 ans et demi. Et en fait, j'ai toujours baigné dans les médecines naturelles puisque j'ai été pas mal gardée par mes grands-parents. Et il se trouve que mes grands-parents ont perdu leur fille jeune d'une tumeur au cerveau. Et donc ma grand-mère en fait a toujours essayé de la soulager, voire même de la guérir avec les plantes. Donc elle s'est beaucoup intéressée à tout ce qui était thérapie naturelle. Et du coup, nous, quand on était petits et qu'elle nous gardait, qu'on était malade, elle utilisait tout ce qu'elle avait appris dans les livres en nous soignant avec de l'argile ou des plantes qu'elle trouvait dans le jardin, de la liqueur de suédois, des trucs, des vieux trucs de grand-mère, quoi. Et mon grand-père, lui, faisait du magnétisme. Donc, quand on avait mal quelque part, hop, il venait, il apposait ses mains et puis on sentait la chaleur se dégager de ses mains et après, ça allait mieux. Donc, ça m'a toujours un petit peu interloquée, interrogée et ça m'a suivie tout au long de mon adolescence, de mes études. Et puis, quand est venue, j'ai toujours voulu, je savais depuis toujours que je voulais soigner les gens. Et après, donc, quand est venue la première année de médecine, je me suis dirigée plutôt vers kiné parce que je me retrouvais pas du tout dans la mentalité des médecins qui nous donnaient cours en amphithéâtre lors de la PACES. Et donc, j'ai fait mes études de kiné et donc à l'école de kiné, on m'appelait Dame Nature parce que j'avais toujours des plantes avec moi. Et j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur les huiles essentielles, donc un livret qui expliquait comment utiliser les huiles essentielles en kinésithérapie. Et puis après, une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai continué à me former dans les thérapies naturelles et alternatives, si bien qu'aujourd'hui, j'ai ouvert un cabinet holistique à Nancy dans lequel je pratique uniquement les thérapies alternatives. Donc tu as toujours au final été plus branchée holistique que kiné classique, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'était pas facile en fait pendant mes études parce que j'étais vraiment vue un peu comme l'élève un peu bizarre, quoi, et un peu décalée, un peu voilà. Et puis bon, au final, ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup de kinés qui commencent un peu à s'intéresser. Par exemple aux huiles essentielles, ou alors quand il y a quelque chose, on me demande ce qu'on pourrait faire pour être soulagé, etc. Donc,
Je dis bon, comme quoi. Et après, il y a aussi des gens qui restent toujours fermés et c'est ok, mais c'est vrai que ouais, j'ai toujours eu cette approche globale de l'être humain, mais aussi de l'être humain dans le monde et dans la nature, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste un petit humain isolé, mais qu'on est bien connecté et que on a tout intérêt à aller chercher en fait de l'aide avec ce qui nous entoure dans la nature, puisque la nature est vraiment un guide pour nous pour savoir ce que l'on vit et comment y remédier. Hmm. Là, tu vas faire un grand saut dans le vide, tu vas arrêter la kinésithérapie. Mm. Alors, oui. Oui, oui, en fait, ça faisait un petit moment que j'y réfléchissais puisque j'avais ouvert mon cabinet de kiné, enfin mon cabinet holistique là à Nancy, donc je faisais moitié kiné et moitié dans mon cabinet holistique. Et puis en fait, il y a l'ordre des kinés qui est venu me chatouiller un petit peu. Enfin, faut dire que j'avais demandé un signe à l'univers parce que j'étais pas sûre quand même. J'étais pas sûre de devoir faire le grand saut parce que financièrement, ça fait quand même assez peur. Et puis, donc j'ai demandé un signe à l'univers et comme par hasard, entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais de hasard, mais 2 semaines après, j'avais une lettre de l'ordre des kinés qui me convoquait pour parler, évoquer de mes pratiques professionnelles. Et donc, en fait, ils ont joué sur le fait que malgré que j'exerce des thérapies alternatives dans un cabinet à côté et qui n'a rien à voir avec l'activité de kiné, eh ben, ça les dérangeait parce que je suis kiné et donc professionnelle de santé et donc que je dois utiliser, pratiquer que des pratiques reconnues efficaces scientifiquement et pas sectaires et ésotériques. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc, Hmm. Au ça final, m'a fait... un mal pour un bien. Oui, voilà, puis ça m'a fait un peu sourire parce que, en fait, plus, durant cet entretien-là, plus je les entendais parler et plus je me disais, ah ouais, mais en fait, j'ai vraiment rien à faire avec eux, quoi. J'ai rien à faire dans ce monde-là, c'est pas moi, on se ressemble pas, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même représentation de l'être humain, de la vie, de soigner. Et donc, bah ouais, c'est très bien de s'arrêter là aussi, quoi. Donc, Hmm. euh, donc ouais, pour l'instant, c'est ce qui est prévu, que je fasse le grand saut et que, euh, et que je fasse mon travail de travailleuse de lumière au service de l'univers. Hmm. Et il y a quelque chose aussi qu'on a en commun dans notre parcours et peut-être ça peut être intéressant qu'on en parle. C'est le lien à l'alimentation qui est aussi très important. Je sais que tu en parles beaucoup. Est-ce que tu as envie de parler un petit peu de ça? Je sais que ça fait aussi partie de ton histoire personnelle. Voilà, c'est quelque chose, je sais, qui concerne beaucoup de personnes, notamment des jeunes femmes. Et voilà, ça peut être intéressant peut-être que tu partages aussi ton parcours par rapport à ça. Ouais. Ouais, ouais, et ben, c'est vrai que j'ai vécu les troubles du comportement alimentaire pendant 10 ans. J'ai d'abord fait de l'anorexie quand je suis entrée au lycée. Donc pour moi, l'entrée au lycée, ça a vraiment été une grosse fracture en fait. Une fracture parce que déjà, je perdais mes repères, je contrôlais un peu moins, c'était plus compliqué. Et donc souvent, quand il y a des troubles du comportement alimentaire, il y a un petit peu ce besoin de contrôle parce qu'en fait, le contrôle va apaiser justement l'anxiété sous-jacente et donc, à l'entrée au lycée, j'ai perdu des amis. Et enfin, bref, tu sais, les trucs de filles, il y a le groupe qui veut pas être avec une. Moi, je voulais pas laisser tomber l'autre, donc je suis restée avec l'autre. Mais du coup, donc ça a été compliqué. Plus l'entrée au lycée, le changement, tout ça, la peur de pas réussir, de décrocher, de pas être assez bonne, pas assez bien, pas assez ceci, cela. Donc j'ai fait et puis le fait aussi de pas me trouver assez bien physiquement par rapport aux autres nanas à l'époque. Donc j'ai voulu perdre du poids et à l'époque je faisais de l'athlétisme donc en fait
ça a été très facile de perdre du poids, hein. Il m'a juste suffi en fait de diminuer un petit peu ce que je mangeais et puis j'ai commencé par enlever les gâteaux, le chocolat, puis après tu sais comment ça fonctionne, t'enlèves plein de catégories d'aliments, puis tu te retrouves à manger plus que des légumes. Et donc ça a duré 6 mois. Ensuite, donc mes parents ont un petit peu sonné la sonnette d'alarme. J'ai été prise en charge. Enfin, j'ai été suivie par mon médecin. Donc j'ai repris du poids, mais c'était toujours un petit peu, tu sais, dans l'hyper-contrôle. C'est-à-dire que tu remanges, mais à côté, tu fais plein d'activités physiques. Donc du coup, t'es pas vraiment guéri, en fait. Enfin, et ça a duré jusqu'à l'entrée en médecine. Et puis quand j'ai fait ma première année de médecine, là, ça a été vraiment le gros lâcher, puisque je pouvais plus faire autant d'activités physiques que je faisais avant pour tout contrôler. Et en plus, il y avait une charge mentale de stress, de choses à apprendre qui était assez énorme. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu apaiser ce stress et cette anxiété. Et du coup, je me suis réfugiée dans la nourriture. Et donc, c'est là que j'ai découvert les crises d'hyperphagie et donc ce qui s'apparente à la boulimie, sauf qu'on se fait pas vomir, mais c'est vraiment la même chose. Et donc au début, ça a été minime. Et après, quand je suis entrée à l'école de kiné, là, ça a commencé vraiment à s'accentuer. C'était une crise par semaine, après 2 crises par semaine, après 3 crises par semaine, après le week-end entier, c'était des crises. Si bien que j'ai été déscolarisée entre ma 2e et ma 3e année de kiné. Enfin, au tout début de la 3e année de kiné, parce que là, ça devenait en fait trop. C'est-à-dire que je faisais des crises d'hyperphagie à longueur de temps. Et donc, j'ai été déscolarisée, j'ai été suivie. Et puis voilà, après, petit à petit, je m'en suis sortie, mais ça m'a demandé vraiment un gros travail de développement personnel. J'ai été suivie aussi par un psychologue qui faisait de l'hypnose. Et voilà, donc ça a été vraiment un long parcours. Ça m'a quand même suivi pendant 10 ans, cette histoire. Et ça n'a pas été simple. Et donc, je sais combien on peut se sentir vraiment mal, décalé, comme un extraterrestre et dans une autre réalité quand on vit les troubles du comportement alimentaire. C'est vraiment très, très compliqué. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait quand même quelque chose de mieux qui se préparait. Je sais pas pourquoi. Il y avait un truc qui me disait, mais non. Parce que quand tu es au fond du trou comme ça, t'en viens même à te demander si le mieux, c'est pas de mettre fin à tes jours, en fait. Hein. Tellement, parce que moi, du coup, je m'isolais de tout le monde. Je voyais plus aucun ami. Je voulais même plus aller faire mes courses. Parce que j'avais pris 20 kilos quand même. Donc, je voulais pas qu'on me voie comme ça, en fait. Hein. Je me reconnaissais plus. Et donc, ouais, c'est poser la question si je mettais fin ou non à mes jours. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu une voix, enfin, à l'intérieur de moi, au plus profond de moi, on m'a dit, mais non, tu peux t'en sortir et t'aideras les autres, toi aussi à ton tour, tu montreras la voie, etc. Et donc, je sais pas, j'ai décidé de m'accrocher à cette voix-là, à cette intuition profonde qui me disait que ça n'arrivait pas pour rien et qu'il y aurait une raison. Et puis finalement, quelques années plus tard, me voilà là à en parler avec toi. Donc, comme quoi, effectivement, il n'y a pas de Ouais, et hasard. puis ce qui est inspirant, c'est que aujourd'hui, voilà, t'es sorti de tout ça, tu accompagnes les gens qui éventuellement ont les mêmes problématiques. Et enfin, moi, je te connais maintenant, je t'ai pas connue avant, et je sais que tu es une jeune femme hyper pétillante, qui se sent bien dans sa peau, qui fait plein de sport, qui fait du yoga. Voilà, quand on te voit aujourd'hui, en tout cas, on peut pas trop s'imaginer qu'avant, tu étais dans un tel mal-être, avec un corps si différent. Et c'est ça qui est beau aussi, de voir que tout est toujours possible quand on arrive à se réaligner. Et justement, euh, je sais que ça peut intéresser. Alors c'est tout un parcours, comme tu dis, mais justement des jeunes femmes qui sont peut-être dans cette situation-là et qui pourraient te dire comment je fais pour m'en sortir, par où il faut commencer, qu'est-ce que tu auras envie de leur partager?
Déjà, je leur dirais que si vous voulez vous en sortir, il faut arrêter de continuer dans le processus, le schéma automatique des troubles du comportement alimentaire, qui est je me pèse, ah bon, ça me convient pas, du coup je vais me restreindre, ah oui, mais du coup j'y arrive pas et ça me met une frustration, du coup il y a une crise. Donc en fait c'est toujours le même processus et c'est important à un moment donné de prendre conscience de ce cycle vicieux là, de ce cercle vicieux et de décider consciemment de casser le cercle vicieux et de se dire non maintenant ce qui compte c'est pas que je fasse tel poids mais plutôt que je me sente bien et que je m'écoute et que je fasse pas du mal à mon corps. Donc la non-violence. Et en fait, quand tu commences à voir les choses de cette manière-là, déjà, ça va déconstruire un petit peu le schéma automatique de pensée, puisque tu vas plus manger en fonction de l'activité physique que tu vas faire ou de ton poids, mais en fonction de ta faim, de tes besoins euh, et de ce que ton corps te réclame ou non. Et du coup, d'entrer dans une relation d'écoute avec ton corps et non de bataille. Puisque notre corps, lui, en fait, on le maltraite, mais il fait toujours de son mieux pour nous maintenir en vie et nous ramener à l'état d'équilibre. Lui, c'est son job à notre corps. Il a vraiment qu'une envie, c'est qu'il y ait l'équilibre et qu'on soit bien pour rester dedans. Donc, il va toujours tout faire pour nous ramener vers ce point d'équilibre. Et quand on est un petit peu en bataille contre lui, ça fait un petit peu une guéguerre de couple, une rupture qui est assez dure à vivre. Et donc la première chose à faire, c'est de vouloir renouer le contact avec son corps et de vouloir réapprendre à l'écouter, à écouter ses besoins, ses non-besoins et à simplement rompre ce schéma de vouloir se priver, euh, et de s'infliger des choses, même quand on est fatigué, de devoir aller s'épuiser au sport ou quoi. Enfin, voilà, faut vouloir changer ce processus-là. Et ça demande énormément de force mentale pour quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, puisque ça demande en fait, quand on nous demande de faire ça, on a l'impression de devoir lâcher le contrôle, en fait, de devoir perdre le contrôle, et on a l'impression qu'on va perdre du poids. Alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. Alors peut-être qu'au début, du coup, on va prendre du poids parce que du coup, on va se lâcher un petit peu, on va manger des choses qu'on s'autorisait pas, etc. Mais au fur et à mesure, ça va naturellement se réguler. Et puis le corps, une fois qu'on l'écoute et qu'on trouve son point d'équilibre, il va naturellement reperdre le poids qui est en trop pour venir se stabiliser au poids d'équilibre. Donc, mais ça, pour le comprendre, ça demande vraiment de lâcher prise et une force mentale. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout les mêmes outils que ce que j'avais à l'époque. À l'époque, j'avais juste compris ça. Aujourd'hui, justement, toutes les personnes que j'accompagne et qui sont dans ce processus-là, s'il y a bien une chose que je leur dis de faire, c'est de méditer. Puisque moi, la méditation et le yoga, ça m'a vraiment aidé, mais fois 1000 dans mon processus de guérison aussi. Et en fait, le fait de méditer va aider à prendre conscience justement de nos pensées automatiques qui génèrent des comportements automatiques, qui génèrent des troubles du comportement alimentaire ou une addiction quelle qu'elle soit. Et en fait, prendre conscience de ces pensées qui vont déclencher des comportements, c'est hyper important puisque quand la pensée arrive, vous pouvez tout de suite la désamorcer. On dit que on ne choisit pas la première pensée, mais on peut choisir la deuxième. C'est-à-dire qu'une pensée arrive, par exemple, faut que je me pèse, c'est l'heure de me peser. Et le comportement automatique va vouloir que tu vas sortir ta balance, tu vas te déshabiller, faire pipi et te peser. Mais quand tu prends conscience et que tu arrives à être pleinement consciente de tes pensées, de tes schémas automatiques, tu vas te dire tiens, une pensée qui me demande de me peser, tiens, ok, d'accord, pourquoi cette pensée elle arrive?
Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Pourquoi ça me rassurerait de me peser? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Est-ce que finalement ça va vraiment changer le cours de ma vie aujourd'hui de me peser? Ou est-ce que non? Et puis finalement, dire à cette pensée, OK, je t'ai entendu, mais aujourd'hui je décide de faire autrement. Et puis petit à petit, comme ça, en fait, on avance et c'est comme ça qu'on peut changer et désamorcer ce pilote automatique là qui nous garde prisonniers d'un état d'être qui nous rend malheureux, en fait. Hmm. Ouais, c'est vraiment remettre de la conscience dans tout ce qu'on choisit de faire, de penser. Et effectivement, comme tu disais, ça peut demander du temps et c'est pas toujours les premiers automatismes qu'on va avoir, mais qu'avec de l'engagement et de la conscience, on a la capacité de transformer des réflexes. Moi, je sais que ça a été un petit peu pareil aussi, hein, au début. Je me suis un peu lâché la grappe et puis après, petit à petit, avec des nouveaux outils, des techniques, comme tu dis, la méditation, je pense qu'on a été un peu similaire aussi sur ce parcours-là où tout l'aspect spirituel du développement personnel, etc., ça nous a aussi beaucoup porté. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension de soutien qui est importante dans ce cheminement, de soutien avec l'extérieur, de soutien parfois par d'autres choses dont on peut avoir besoin? Tu veux dire le soutien familial et amical? Ouais, ça peut être du soutien professionnel, du soutien de l'entourage, ou même d'accepter d'être soutenu aussi par des outils, par différentes Ouais. choses. Eh ben moi, en fait, si tu veux, le soutien, je l'ai beaucoup trouvé. Alors, tu vois, la période là où j'étais vraiment au fond du trou, où j'étais en grande dépression, où j'ai pris 20 kilos, où j'ai été déscolarisée, etc. C'est clair que ma famille et mes amis proches ont été d'un soutien, mais vraiment immense. Mais ça a été aussi une grosse souffrance pour eux. Et tu vois, aujourd'hui, si je devais écrire un livre sur les troubles du comportement alimentaire, je pense qu'il y aurait une grosse partie pour l'entourage, parce que souvent l'entourage ne sait pas comment faire et se sent vraiment démuni par rapport à ça. Euh, mais, euh, mais c'est sûr que, alors, je dirais qu'en fait, l'entourage peut être un soutien comme il peut être une pression dans le sens où si on a les troubles du comportement alimentaire, c'est parce qu'on se met un petit peu déjà cette pression de de devoir plaire, de devoir être parfaite, de devoir être comme ci, cela, etc. Et c'est une pression en plus pour nous de voir qu'on fait souffrir notre entourage en ayant ce problème-là, mais qu'on n'arrive pas nous-mêmes à comprendre. Et en fait, moi, je me souviens, je le disais à mes parents, je disais, mais j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de moi aussi, j'ai envie de guérir, mais j'y arrive pas, je sais pas comment. Mais c'est juste qu'en fait, on est paumé, on n'est pas aligné, on est complètement paumé en fait. Et du coup, bah, c'est ça qui nous soulage sur le moment même en fait. Hein. C'est comme, enfin, c'est une drogue dans les moments-là quand on vit l'hyperphagie à ce point-là. C'est une drogue au même titre que la cigarette, l'alcool, enfin toute autre drogue. Donc c'est très compliqué. Après, le soutien par contre que j'ai trouvé, c'est au niveau des thérapeutes justement holistiques. C'est-à-dire que à l'époque, j'ai rencontré une naturopathe qui faisait des massages shiatsu, Jaël, qui est devenue une très bonne amie aujourd'hui. Et en fait, j'allais la voir et j'ai toujours dit, les gens qui m'ont aidée, c'est des gens qui sont passés par là aussi. Et elle était passée par là. Et donc, elle m'a accompagnée, elle me faisait des massages shiatsu. Ça m'avait fait énormément de bien. Et sa façon de me parler et de m'accompagner m'a vraiment soulagée et apaisée à ce moment-là. J'ai trouvé en fait en elle euh, de l'humanité, puis de l'empathie et de la bienveillance que j'avais pas forcément trouvé chez les 10 autres psys et psychiatres que j'avais pu faire, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu au moins une dizaine de psychologues et psychiatres, mais à chaque fois, j'allais pas plus loin que 2 séances parce que je les trouvais archi nuls et ils m'offraient aucune aide, en fait. Enfin, je ne trouvais rien en eux qui pouvait m'aider alors que c'était soi-disant des spécialistes en troubles du comportement alimentaire, alors que cette naturopathe-là, énergéticienne, et ben, rien que le fait d'être elle, avec sa vision globale et holistique de l'être humain,
me permettait de me soulager, de m'apaiser et de m'aider en fait à avancer par des petites phrases, des petits mots, des petits trucs qu'elle me disait à chaque fois qu'on se voyait. Et mon psychologue, qui est hypnothérapeute et qui m'a suivie et qui m'a aidée, m'a également aussi aidé à m'en sortir. Il m'a été d'une grande aide et je pense que c'est parce que il comprenait justement très très bien le processus des troubles du comportement alimentaire parce que lui-même l'avait vécu et lui-même le vivait au moment en plus où je le consultais. Ce qui faisait que du coup ces séances d'hypnose étaient beaucoup plus pertinentes parce qu'il savait, je pense, comment me questionner et du coup quoi retirer de ce que je lui disais. Donc, ça a été très productif avec lui, les séances. Donc, ouais, le soutien, je dirais, je l'ai surtout trouvé à ce niveau-là et puis aussi auprès de mes amis j'ai des très bonnes amies qui en fait, ont continué de me voir telle que j'étais malgré mes 20 kilos en trop, malgré mes 20, 15, 10 kilos en trop. Elles continuaient de me regarder telle que j'étais, de m'accueillir telle que j'étais à ce moment-là, au moment présent. Et ça m'a fait énormément de bien, ça m'a aidé, oui. Au final, les comportements addictifs, que ce soit la nourriture ou d'autres choses, moi j'ai observé que ça part vraiment d'un espace de... Comme, il y a comme une quête de soi, une quête de sens, tu vois, comme si on savait pas vraiment qui on était et qu'au final, on essayait juste de coller à des attentes et à des images extérieures sans vraiment savoir qui on est vraiment et ce à quoi on aspire. Je sais pas si toi tu le ressens, et puis tu vas aussi nous parler de ton lien à la méditation et à toutes les techniques de relaxation qui te tiennent aussi à cœur, mais je trouve que c'est quand même aussi très commun dans ces espaces-là. Moi, j'ai beaucoup été dans les addictions avec d'autres choses aussi. Et c'était vraiment lié à, oui, la sensation de pas vraiment savoir qui j'étais et d'être enfin, constamment dans cette quête, en fait, du soi. Et à partir du moment où j'ai commencé à toucher du doigt, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui m'anime, c'est quoi ma place ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire, il y a comme tout ça qui a disparu. Alors je dis pas qu'aujourd'hui je suis plus du tout, voilà, parfois j'ai des petits élans de vouloir manger un carré de chocolat ou de manger un peu du sucre. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même moins, voilà, c'est quand même moins gênant, moins présent dans ma vie. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment une quête de sens au milieu de tout ça, et certainement que la méditation, le yoga et tout ce qu'on fait dans ces pratiques spirituelles, ça nous aide aussi à nous reconnecter à nous-mêmes. Remets ton micro, Mélanie, remets ton micro parce que je t'avais mis sur mute quand tu te mouchais. T'as une option Ouais, là. ça y est, merci. Oui, tout à fait. En fait, moi, c'est ce que je disais d'ailleurs. J'avais animé en fait des ateliers justement pour les troubles du comportement alimentaire quand j'étais à Vincennes. Et une des premières choses que je leur avais dit, c'était de prendre conscience que quand on a des troubles du comportement alimentaire, en fait, c'est qu'on n'est tout simplement pas aligné. Il y a une partie de nous qui fait des choses et qui essaye de se chercher un petit peu. Donc, on va faire plein de choses pour essayer de correspondre à quelque chose. On va voir quelque chose qui nous inspire, puis direct, on va se dire, bah tiens, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, on a tendance un petit peu à s'éparpiller, à faire plein de choses. Et puis aussi à vouloir être parfait dans tous les domaines, à vouloir être bon, à vouloir coller à quelque chose qui finalement ne nous correspond pas. Et moi, c'était le cas puisqu'en fait, si tu veux, déjà, je suis née dans une famille où, comme je t'ai dit, les parents de mon père ont perdu leur petite fille quand elle avait 7 ans. Donc ma grand-mère a perdu sa fille et a vécu vraiment avec cette douleur horrible toute sa vie d'avoir perdu sa fille. Et ça s'est forcément automatiquement reconduit sur toute la famille. Et donc le frère à mon père a eu 2 garçons et moi je suis la première fille de la famille en fait à être arrivée. Donc j'ai été attendue, tu vois, comme genre je sais pas quoi. Enfin genre ma mère me raconte que
me racontait que quand elle était enceinte de moi, mon grand-père, il était vraiment aux petits soins, quoi. C'était petit croissant par-ci, petit gâteau par-là, repose-toi, fais ce... Enfin, donc j'étais vraiment très attendue et il y avait beaucoup d'espoir aussi qui était posé en moi. Mon père me voyait médecin depuis toujours. C'est-à-dire que depuis toute petite, c'était tu seras médecin, comme ça plus tard tu soigneras ton père. Et alors c'est une croyance qu'il a vraiment plantée dans la matière, mais très fort, puisque aujourd'hui mon père est malade, il a un cancer. Et donc je lui ai toujours expliqué, je lui ai dit, tu te souviens que depuis toute petite, tu avais déjà commencé à co-créer ça, à créer cette réalité que plus tard je te soignerai parce que tu serais malade. Et donc il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient beaucoup d'attentes en fait envers moi, puisque j'avais l'impression que je pouvais jamais échouer. Il fallait tout le temps que je sois la meilleure, que je réussisse dans tout. Et c'est d'ailleurs arrivé à son summum au niveau de l'insupportable quand j'étais en première année de médecine, puisque pour mon père et mon grand-père, c'était sûr que j'allais avoir la première année de médecine, et du premier coup. C'est-à-dire qu'on était 2600, ils prenaient 300 médecins et 70 kinés, et pour eux, c'était sûr et certain que j'allais l'avoir, parce que j'étais tellement bonne, tellement douée, tellement ceci, tellement cela, que voilà, quoi. Et du coup, moi, ça me rajoutait une pression en plus, parce que je me disais, mais putain, là, si je réussis pas, c'est la fin du monde, quoi. Et donc, voilà, quoi, de grandir comme ça avec cette, cette pression un peu sur les épaules, et puis de vouloir coller aux attentes des parents, ça t'amène petit à petit à te perdre toi-même, parce qu'en fait, on te laisse pas l'opportunité d'être qui tu es vraiment et de pouvoir offrir ce que tu as vraiment à offrir. On te dit, tu seras médecin, ma fille, tu seras médecin et tu feras telle chose à tel endroit, etc. Bon, au final, je suis pas devenue médecin, mais d'ailleurs, quand j'ai dit à mon père, quand j'ai annoncé à mes parents, donc c'était au bout de 6 mois de première année de médecine, je leur ai dit, écoutez, finalement, je vais pas faire médecin, je vais faire kiné. Ah, c'était compliqué, mon père m'a fait la tête, hein. Ça a été quelque chose de compliqué pour lui à digérer. Euh, donc ça représente bien en fait euh, les attentes qu'on pose en nous, et du coup le fait qu'on va nous diriger de telle et telle manière, et qu'on va pas pouvoir vraiment exprimer qui on est et incarner vraiment qui on est et ce qu'on a à dire, ce qu'on a à faire ici sur Terre. Et quand on n'est pas aligné, c'est-à-dire quand on n'incarne pas vraiment son être profond, il y a une dissonance à l'intérieur. Cette dissonance, elle va se ressentir par une tension, un mal-être, et on va vouloir apaiser ce mal-être d'une manière ou d'une autre. Et la meilleure façon d'apaiser ce mal-être, c'est quelque chose qui va te calmer directement. Et quoi de mieux que la nourriture, que le sucre, que quelque chose de doux pour t'apaiser directement. Et plus le gouffre il est grand à l'intérieur de toi, plus tu as besoin de manger pour apaiser et combler ce gouffre. Donc c'est aujourd'hui, enfin, ça me paraît limpide et tellement logique, mais c'est vrai que quand on est dedans, on a du mal à le comprendre, quoi. C'est Mm. Ouais, et c'est vrai que c'est des automatismes qui sont tellement ancrés à l'intérieur de nous depuis notre naissance parfois, et qu'on a alimenté toute notre vie, que c'est pas évident de changer ça du jour au lendemain. Donc comme tu disais, il faut aussi beaucoup de patience et de bienveillance envers toi quand on entame ce chemin. Et toi qui pratiques aujourd'hui beaucoup la méditation, je sais que tu t'es aussi formée en yoga, dont une qu'on a fait ensemble. Euh, Est-ce que tu voudrais partager peut-être comment toi ça t'aide justement la méditation et tous ces espaces de relaxation que tu t'offres dans ta capacité peut-être à maintenir aussi une forme d'équilibre, parce que comme on vient de le voir avec ce que tu as exprimé, c'est que on est un petit peu trop porté sur l'extérieur en fait quand on est dans ce mal-être-là. Et pour arriver à être pleinement authentique et être à l'écoute de soi, c'est d'abord de s'offrir des espaces pour ça. Donc peut-être que c'est aussi pour ça que la méditation et ces pratiques-là peuvent nous soutenir et nous accompagner. oui, oui. Et juste avant aussi m'est venu quelque chose.
J'ai déjà souvent remarqué aussi que les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, souvent c'est des personnes qui sont très sensibles, hypersensibles et éveillées. Et clairement, je pense, alors là, ce que je vais dire, ça va vraiment être d'un point de vue vraiment très spirituel, mais à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, ok, quand tu es un être vraiment spirituel, on va dire avec beaucoup de pureté et beaucoup d'amour, et que tu t'incarnes dans quelque chose euh, de restreint, le corps c'est vraiment petit et restreint par rapport à l'immensité de l'énergie, de l'univers, etc. Ça peut être vraiment aussi une dualité pour soi, d'être dans ce corps et d'être réduit à ce corps. Et du coup, ça peut... la nourriture peut être un accompagnement dans cette incarnation pour apaiser l'incarnation. En fait, et je pense aussi que c'est pour ça qu'il faut un petit peu le dédramatiser et juste se dire, bah ok, l'incarnation, chacun le vit à sa manière et c'est pas forcément toujours évident d'être dans la matière, d'être ancré, d'être dans quelque chose de dur, dans un monde où en plus il se passe des choses, voilà, énergétiquement où c'est dur et où on n'a pas tous le même éveil et la même sensibilité. Donc, je veux dire, des fois, quand tu rencontres des gens qui vont être un petit peu durs et abrupts, voilà, ça te renvoie d'autant plus en pleine face le décalage qu'il y a et la nourriture peut voilà être un support dans cette incarnation physique pour s'apaiser. Maintenant, voilà, ce qui est embêtant, c'est quand ça devient de trop. Mais je veux dire, c'est ok en fait de s'autoriser tous les jours à manger un peu de chocolat ou une petite douceur. Faut pas, voilà, se mettre martel en tête pour ça. Maintenant, le yoga et la méditation, en fait, ça m'aide à me connecter à mon espace de paix intérieure, à me connecter à ma super conscience, à me connecter à qui je suis vraiment et du coup à mieux incarner qui je suis vraiment. En fait, j'aime dire que la méditation crée de l'espace pour mieux accueillir la super conscience et ainsi mieux incarner sa super conscience. Quand tu laisses de l'espace à ta super conscience, elle peut mieux venir se glisser en toi et vibrer dans tes cellules et du coup tu peux mieux prendre des décisions, faire des choses qui vont être alignées avec ta super conscience. Et quand tu es aligné avec ta super conscience, tu fais des choses qui te correspondent, qui sont vraiment alignées à toi et du coup tu es joie, tu es bonheur et du coup quand tu es joie, tu es bonheur, que tu es aligné, t'as pas de raison d'aller compenser à droite à gauche en fait. Et la méditation, le yoga, de par cette connexion au souffle, nous aide justement à nous ramener à l'intérieur de nous et à nous ramener à cette connexion avec nous, à arrêter en fait de nous éparpiller euh, sur toutes les choses qui peuvent attirer notre attention. La télé, les médias, les réseaux sociaux, l'extérieur, l'environnement, le fait que ça bouge beaucoup, les sons, enfin bref, tout ce qui fait qui peut attirer notre attention à chaque seconde et du coup nous éloigner de nous-mêmes. Et ben, le yoga, la méditation nous aide à nous ramener vers nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes et à garder cette connexion avec qui on est vraiment, avec cette partie la plus subtile de nous-mêmes qu'il est dur de capter parce qu'on est de la matière, on est incarné dans de la matière. Donc c'est dur pour nous de garder cette connexion avec le subtil. Mais la méditation et le yoga nous ramènent à chaque fois, autant que possible, à revenir connecter et à refaire cette fusion matière et subtile, matière, énergie, mon corps, mon âme, mon corps, ma super conscience, fusion, union. Et c'est en ça que le yoga et la méditation m'aident. Et quand je vois les bénéfices que ça a eu sur moi, je me dis, mais en fait, si tout le monde le faisait, on aurait un monde qui serait mais vraiment différent. Parce que quand tu es bien avec toi-même, bah, tu es bien avec les autres. Les relations, elles sont plus basées sur la peur, elles sont basées sur l'amour, elles sont plus basées sur la jalousie, elles sont basées sur la bienveillance, elles sont plus basées sur l'individualisme, elles sont basées sur le partage, l'empathie. Et du coup, ça fait un monde qui serait complètement différent. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai vraiment envie de diffuser la pleine conscience, la méditation, le yoga, parce que
Je suis vraiment persuadée que ça peut déjà aider les gens à aller mieux. Et puis quand on va mieux, on est mieux dans ses relations et du coup, ça fait que de faire monter en fait en puissance les vibrations, quoi. Oui, ça devient un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux, justement, comme on parlait plutôt au début, avec tous les enfermements dans lesquels on peut être. Ouais, c'est génial. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ce parcours et ta vision sur tout ça. Justement, si les personnes ont envie de s'initier ou d'aller plus loin dans leur pratique de méditation, est-ce que tu as envie de parler un petit peu de ce que tu proposes si jamais on veut être en lien avec toi? Mhm. Alors, déjà, je donne des consultations donc à mon cabinet holistique à Nancy et aussi en ligne, en visio, donc des accompagnements en naturopathie et en gestion du stress et des émotions. Et j'ai aussi réalisé un coffret d'initiation à la méditation de pleine conscience, donc qui est vraiment un petit coffret pour découvrir et redécouvrir la méditation. Et donc, il contient 15 vidéos d'explication, 9 méditations qui vont de 3 minutes à 20 minutes. Et le but, voilà, c'est vraiment de redécouvrir ce que c'est, de s'initier en toute simplicité. Donc, le coffret s'appelle Méditer en toute simplicité. Et là, je suis en train de travailler donc sur la suite. Et la suite, donc, ça sera un beau programme de 8 semaines de gestion du stress par la pleine conscience. Donc, avec la méditation et le yoga, apprendre à mieux comprendre ce qu'est le stress, ce qu'est l'anxiété à le gérer, en fait. À l'accueillir, à le gérer. Magnifique. Et si on veut te retrouver sur les plateformes digitales et ton site, est-ce que tu peux juste peut-être redonner ton site et sur les réseaux sociaux, comment on peut te retrouver aussi? Sachez que Mélanie fait des petites vidéos rigolotes régulièrement et que vous pourrez bien vous marrer en la suivant sur Instagram. T'es pas mal non plus, hein? Je m'améliore. Ouais, alors mon site internet, c'est mélaniefray.fr. Sur Instagram, vous pouvez me retrouver sous Mélanie-BLFI. Et sur YouTube, je vais reprendre du service aussi. Donc ma chaîne YouTube, c'est Mélanie Fray, tout simplement. Donc Fray, c'est Frey. Et voilà. Voilà. Magnifique. Mm. Merci en tout cas Mélanie pour ce beau partage. J'espère que ça aura pu inspirer et éclairer en tout cas toutes les personnes qui peuvent entrer en résonance avec tout ce dont on a parlé. Et je te souhaite plein de belles choses pour la suite. C'était très chouette de pouvoir échanger avec toi. Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci de m'avoir offert cet espace justement pour parler et diffuser tout ça. Et on se dit à bientôt pour plein de nouvelles choses inspirantes et éveillantes. Merci, à bientôt tout le monde.